Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce mardi 24 novembre, la visite en Malaisie du Premier ministre chinois Li Keqiang est terminée. Lors d'un programme de 3 jours particulièrement chargé, des accords ont été signés. L'homme a participé à différents sommets et autres réunions avec des responsables politiques et des acteurs du monde des affaires. Une visite dans la ville historique de Malacca a également eu lieu. Cette ville est d'ailleurs considérée comme le berceau des liens commerciaux et culturels sino-malaisiens. C'est lundi après-midi, avec les honneurs habituellement réservés aux chefs d'État, que le Premier ministre est accueilli à Putrajaya, la capitale administrative malaisienne. Peu après, il participait au pourparlers avec le Premier ministre malaisien Najib Razak. Les deux nations ont mis sur pied de nombreux partenariats commerciaux destinés à développer les opportunités d'investissement chinois en Malaisie. Le gouvernement chinois incitera les entreprises chinoises à développer leur investissement dans la zone industrielle de Kuantan ainsi que dans le parc industriel maritime de Malacca. Par ailleurs, nous encourageons les entreprises malaisiennes à investir en Chine. Li Keqiang s'est également exprimé lors du forum économique Malaisie-Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de la Malaisie. De son côté, depuis 7 ans, Kuala Lumpur est le premier partenaire commercial de Beijing au sein de l'ASEAN. Dimanche dernier, il était accueilli par une foule de sympathisants alors qu'il visitait la ville historique de Malacca. Il y a 600 ans, l'explorateur chinois, l'amiral Zheng He, s'est rendu pas moins de 7 fois à Malacca alors qu'il dirigeait une large flotte. L'homme a contribué à dessiner l'ancienne route de la soie maritime. De nos jours, la Chine tente de faire revivre la route de la soie. L'initiative Une ceinture et une route y contribue. La Chine souhaite accentuer la connectivité avec la Malaisie. La Chine désire aussi participer à la construction du projet ferroviaire de ligne à double voie en Malaisie, ainsi que celui de liaison ferroviaire à double voie à Singapour. La Chine et la Malaisie ont signé plusieurs protocoles d'accord portant sur le développement des échanges culturels et sur la collaboration dans l'enseignement, la finance et la défense. Cette année, la Chine et la Malaisie ont organisé conjointement les exercices régionaux de gestion de catastrophes, mais aussi réalisé les tout premiers exercices militaires bilatéraux. Avec les échanges commerciaux au plus haut et des investissements en hausse, on peut dire que les relations entre les deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. La visite du Premier ministre devrait contribuer à améliorer les relations sino-malaisiennes, ainsi que faire parvenir leur collaboration à un niveau sans précédent, des objectifs auxquels aspirent les deux nations. Le Premier ministre chinois est arrivé tôt ce mardi à Suzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. C'est ici que Li Keqiang participera mardi et mercredi à la 4e réunion des décideurs qui réunit la Chine et 16 nations d'Europe centrale et orientale. La Chine et la Malaisie font constamment des progrès dans leurs relations politiques, économiques et culturelles. L'an dernier, les deux pays ont célébré 40 années de liens diplomatiques. Les investissements dans les deux sens augmentent rapidement. Le volume de leurs échanges bilatéraux représente aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars américains par an. Depuis que la Chine et la Malaisie ont établi des relations diplomatiques en 1974, leurs liens politiques et culturels se sont renforcés, comme leurs relations économiques. Les deux pays sont membres de l'APEC et la Malaisie compte en son sein une importante communauté chinoise. Parmi les pays de l'ASEAN, la Malaisie a été le partenaire commercial le plus important de la Chine au cours des 7 dernières années. La Chine, elle, est le premier partenaire commercial de la Malaisie. En 2013, le volume des échanges entre les deux pays a atteint 106 milliards de dollars américains, faisant de la Malaisie le 3e plus important partenaire commercial de la Chine en Asie, juste derrière le Japon et la Corée du Sud. Ce volume est toutefois descendu à 102 milliards de dollars américains en 2014. Lors de la visite en Chine de Najib Razak l'an dernier, où il fut reçu par le Premier ministre Li Keqiang, les deux dirigeants se sont accordés sur un objectif de volume d'échanges commerciaux de 160 milliards de dollars à atteindre en 2017. Ils se sont également mis d'accord pour améliorer leur coopération économique et financière, particulièrement dans le traitement des eaux et la construction ferroviaire. Depuis 1991, des représentants malaisiens et chinois se sont rassemblés dans le cadre des réunions de consultation stratégique
pour échanger des points de vue sur des sujets d'ordre bilatéraux et régionaux. En 2013, les deux pays se sont entendus pour approfondir leurs relations jusqu'à former un partenariat stratégique global. Ils ont nommé l'année 2014 l'année de l'amitié afin de marquer les 40 ans de leurs relations diplomatiques. La Malaisie est aujourd'hui un point stratégique sur le parcours de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Une route qui fait partie de l'initiative chinoise « Une ceinture, une route ». Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré à Paris qu'il est convaincu que le Royaume-Uni devra mener des frappes aériennes militaires aux côtés de la France et des autres partenaires présents sur le théâtre syrien pour vaincre définitivement l'État islamique. Lors d'une conférence de presse commune avec le président français François Hollande, Cameron a déclaré qu'il permettra à la France d'utiliser la base aérienne britannique de Chypre, ainsi qu'une assistance lors des opérations de ravitaillement en vol. Cameron a par ailleurs fait savoir qu'il présentera à la fin de cette semaine au Parlement britannique un plan stratégique détaillé pour vaincre l'État islamique. Le Premier ministre britannique est convaincu que le Parlement se prononcera en faveur du lancement des frappes aériennes contre l'État islamique, après les attentats qui ont frappé le cœur de Paris et qui ont tué 130 personnes. Il a par ailleurs déclaré que le Royaume-Uni allait accentuer ses efforts pour partager ses renseignements avec la France et les autres partenaires européens. François Hollande a pour sa part prévu d'intensifier les frappes aériennes contre les positions de l'État islamique en Syrie. Le porte-avions français Charles de Gaulle est opérationnel depuis lundi. Nous faisons face tous ensemble à une menace et nous devons partager les informations et les renseignements pour mieux nous protéger contre ces terroristes. Le Royaume-Uni et la France travaillent déjà dans cette direction. Mais aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour mieux coordonner nos efforts et travailler plus étroitement avec nos voisins européens. Mais nous sommes convaincus que nous devons continuer à frapper Daesh en Syrie. Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste. Et notre porte-avions, qui va bientôt arriver sur zone, a été clairement mandaté pour frapper et frapper dur contre Daesh. 10 jours ont passé depuis les attaques de Paris et les efforts pour retrouver les criminels se sont déplacés vers la capitale de la Belgique, Bruxelles. Le pays est en état d'alerte alors que la police a lancé une série de perquisitions dans un contexte où la menace terroriste semble imminente. Jusqu'ici, plus de 20 suspects ont été arrêtés. Pendant que toute l'Europe ressent les effets des événements de Paris, plusieurs se demandent si une autre attaque est vraiment imminente et ils se questionnent sur ce qui peut être fait pour contrer la menace terroriste intérieure. Une ville sous haute surveillance. 22 perquisitions par jour, mais toujours aucune trace du principal suspect des attaques de Paris. Jusqu'à maintenant, aucune arme ou explosif n'ont été découverts. Salah Abdeslam ne fait pas partie des personnes arrêtées lors des perquisitions. Une gare de train importante et tout le métro ont été fermés. Les autorités ont conseillé aux citoyens d'éviter les endroits publics. Ce n'est donc pas une surprise si les Belges sont nerveux. Je suis totalement inquiet parce que ça fait quand même 20 ans que j'habite à Bruxelles et j'ai jamais eu ça, marcher dans la rue. On m'a arrêté tantôt pour me dire que ça serait bien de ne pas marcher dans la rue maintenant, aujourd'hui, quoi. Donc je trouve ça assez paniquant, quoi. C'est un climat d'insécurité qui malheureusement à vie n'est pas près de s'arrêter, malheureusement. L'enquête s'est déplacée en Belgique depuis la découverte d'armes reliées aux attaques de Paris dans une maison de la banlieue de Bruxelles. Située dans un quartier où vit principalement une population arabe, la résidence a abrité au moins 3 des attaquants de Paris, tous des résidents belges de descendance marocaine. Plusieurs craignent maintenant que le principal suspect dans les attaques de Paris, Salah Abdeslam, planifie une nouvelle attaque en Belgique. La Belgique s'est retrouvée dans une position encore plus délicate après que les autorités turques ont arrêté un autre Belge de descendance marocaine, décrit comme un militant du groupe État islamique. Plusieurs attaques terroristes qui se sont déroulées récemment ont un lien direct avec la Belgique.
Un des cerveaux des attentats à la bombe à Madrid en 2004 a vécu à Bruxelles pendant un certain temps. Le meurtre en 2014 de 4 personnes dans le musée juif de Belgique impliquait aussi un suspect qui avait des liens avec la minorité arabe de Bruxelles. Plusieurs se demandent maintenant comment le pays est devenu une frayère pour les extrémistes. La division existante entre les francophones et les néerlandophones dans le pays servirait d'écran de fumée pour les islamistes. Peu importe la cause, la Belgique fait maintenant face à une réelle pression pour resserrer la sécurité, un défi partagé par plusieurs gouvernements européens qui font face à la menace croissante du groupe État islamique. Au Mali, les 3 jours de deuil national ont officiellement débuté lundi. Le pays rend hommage aux 21 personnes tuées durant l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Au Mali et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les autorités sont en état d'alerte. L'opération terroriste devrait avoir de larges conséquences sur les liens unissant les pays de la région. Cet hôtel est devenu la scène de crime d'une des attaques terroristes les plus sanglantes que le Mali a connues. Alors qu'ils rentraient dans l'hôtel, 2 assaillants ont ouvert une valise remplie d'armes automatiques et ont tiré sur toute personne qui se trouvait sur leur chemin. Nombreux sont ceux qui ont pu les éviter, mais cette opération a fait des victimes et des blessés. Ibrahim, dont le magasin est situé à proximité de l'hôtel, a vu le carnage se dérouler sous ses yeux. C'était très grave, c'est incompréhensible. Nous avons de la chance d'être en vie car ils voulaient vraiment faire mal. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. S'ils avaient été plus de 2 assaillants, ça aurait été terrible. L'attaque a été revendiquée par Al-Mourabitoun, un groupe ayant fait allégeance à Al-Qaïda et qui mène aujourd'hui ses opérations dans la région du Sahel, vaste zone désertique qui s'étend du Sénégal au Tchad. L'état d'urgence durera 10 jours. Cela signifie que durant cette période, la population n'a pas le droit de se regrouper et les pouvoirs de la police sont étendus en matière d'arrestation et d'interrogatoire. Il ne s'agit pas seulement d'un combat. La mission des Nations Unies au Mali a dépêché 40 de ses hommes et experts à la sécurité pour enquêter sur cette attaque. Le président malien a reçu son homologue sénégalais ainsi que le président de la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. Pour eux, cette opération a modifié à jamais l'Ouest de l'Afrique. Nous avons convenu des mesures de facilitation de l'aller et venir entre nos pays, de libre circulation des personnes et des biens. Macky a dit combien il serait souhaitable aujourd'hui que nous revisitions cette clause-là. Aucun pays ne doit considérer qu'il est à l'abri dès lors qu'il y a une philosophie de la mort qui est vulgarisée et malheureusement à travers Internet, il y a un moyen très rapide d'endoctrinement. Lundi, le Mali a commencé 3 jours de deuil national à la mémoire des victimes des terroristes. Le combat contre le terrorisme sera, lui, beaucoup plus long. En Syrie, le conflit entre les forces de Bachar el-Assad et la coalition menée par les États-Unis est devenu une bataille complexe, impliquant plusieurs acteurs très différents les uns des autres. La guerre a fait jusqu'à maintenant plus de 250 000 victimes. L'attention est actuellement concentrée sur les combats contre les djihadistes du groupe État islamique. La menace de cette organisation s'est étendue à l'Europe depuis les attaques terroristes de Paris il y a 10 jours. Pour la Russie, protéger Assad et confronter le groupe État islamique est devenu plus important puisque ces militants ont fait exploser un avion de ligne russe dans la péninsule du Sinaï en Égypte le 31 octobre, tuant les 224 personnes à bord. La Russie avait, un mois auparavant, lancé une vague d'attaques aériennes. La secte alawite d'Assad est une branche de l'islam chiite et a des liens étroits avec l'Iran. La Russie et l'Iran ont continué à soutenir le gouvernement Assad. Dans une interview avec la chaîne de télévision chinoise Phoenix le 9 novembre, Bachar el-Assad a déclaré que peu importe le système politique qui sera en place en Syrie dans l'avenir, il devra être laïque.
Si vous voulez parler de l'avenir de la Syrie, c'est principalement le système politique, le parlementarisme, un système présidentiel, semi-présidentiel, fédéral, confédéral, etc. Mais la chose la plus importante pour nous et pour moi est que la Constitution et que tout le système et le pays en général devraient être laïques. Laïque ne signifie pas contre la religion, la sécularité signifie la liberté de religion. Le système qui peut inclure chaque religion, chaque fidèle, chaque secte, chaque ethnie sous un seul parapluie, c'est le parapluie syrien. La 26e commission conjointe Chine-États-Unis sur les échanges et le commerce a pris fin lundi à Guangzhou. C'était le premier dialogue de haut niveau entre des représentants chinois et américains depuis la visite aux États-Unis du président chinois Xi Jinping. Les deux parties ont trouvé des accords dans les domaines des investissements bilatéraux, de l'agriculture et de la santé. Ces accords comprennent la protection de la propriété intellectuelle, la pêche, la protection animale, mais également la coopération en matière d'alimentation et la promotion des échanges et de l'investissement entre les provinces de Chine et les États américains. Nous avons fait des progrès dans chacun des domaines. La Chine a accepté de protéger les secrets commerciaux et d'ouvrir des politiques de marché pour les produits informatiques de l'industrie bancaire. De leur côté, les États-Unis ont accepté de continuer de discuter du mécanisme de communication sur le contrôle des exportations. Les États-Unis accueillent également les investissements chinois dans des projets de partenariat public-privé au sein de ces États. Les États-Unis avec l'autorité de l'aviation chinoise pour faciliter la navigabilité des avions cargo entre les deux pays. Des dirigeants de plus de 80 entreprises polonaises visitent Shanghai avec leur président nouvellement élu. Andrzej Duda assistera à la réunion de la 4e rencontre entre les dirigeants de la Chine et des pays de l'Europe centrale et orientale mardi. La veille, les entreprises ont participé au Forum économique Chine-Pologne. De nouveaux accords. La Pologne est le seul cofondateur de la Banque asiatique d'investissement en infrastructure de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Sa participation est un signe de la bonne santé de ses liens avec la Chine. Nous voulons être une plaque tournante pour le commerce chinois dans la région. Mais ce n'est pas assez, nous voudrions être un centre de transfert pour les échanges commerciaux de la Chine avec son partenaire commercial le plus important, qui est l'Union européenne. Et ce de différentes façons économiques, logistiques, politiques et pour le transport. Tout d'abord, la Pologne a fait de grands efforts pour stimuler la logistique des trains de marchandises entre la Chine, la Pologne et l'Europe. Nous opérons avec nos partenaires chinois à Chengdu, au Sichuan, et nous ouvrons maintenant notre nouvelle coentreprise avec nos partenaires à Beijing. L'accroissement du déficit commercial explique le besoin d'augmenter le nombre de marchandises transportées. Il y a les statistiques concernant l'équilibre commercial entre la Pologne et la Chine et les échanges économiques qui sont encore très différents. Mais nous espérons que les trains de marchandises vont représenter la nouvelle solution pour notre marché. La Pologne a été décrite comme le 3e meilleur endroit dans le monde pour les projets industriels et le 2e meilleur emplacement en Europe de l'Est pour les opportunités de revenus. Mais le pays a attiré moins de 90 millions de dollars américains d'investissement de la part de la Chine. La Chine est la source de plus de 10% des importations de la Pologne. Mais les investissements chinois représentent moins de 0,2% des investissements étrangers en Pologne. Pendant que la Chine cherche à créer la route de la soie du 21e siècle, la Pologne doit examiner une façon d'augmenter son exposition au marché chinois, et ce, de manière plus active. Everbright Bank, la banque basée à Beijing, et Alipay du groupe Alibaba ont mis fin à leur collaboration suite à leur échec de mettre en ligne un produit financier commun appelé Dingzhunbao. Cette séparation constitue-t-elle un tournant qui annonce que les banques de détail et les plateformes de paiement commencent à se tourner le dos? Tout récemment, Cathy Mao a reçu un SMS de la Everbright Bank de Chine qui lui annonçait que Dingzhunbao ne serait plus associé à Alipay
et que la banque continuerait de servir les investisseurs depuis sa plateforme bancaire en ligne Sunshine Banking. Le Ding Chun Bao de la banque Everbright a été lancé avec Alipay avant que ce dernier ne connaisse un succès fou avec son propre produit d'investissement appelé Yuebao. Au début, le produit financier commun rapportait aux investisseurs des taux d'intérêt plus élevés que Yuebao, et c'est pour cette raison que Cathy y a investi 5000 yuan. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations sur ce que les investisseurs sont supposés à faire après ce qui s'est passé. Le SMS n'a pas fourni suffisamment d'informations, et tout particulièrement pour ceux qui ont investi plus que moi. Dans une réponse écrite à ICS, la banque Everbright a affirmé que les investisseurs ne perdront ni intérêt ni principal sur leur investissement s'ils acceptent de le laisser sur la plateforme de la banque. Le communiqué dit que la décision de fermer Ding Chun Bao a été prise d'un commun accord entre la banque et Alipay. Alipay, de son côté, ne dit rien. Toutefois, certains analystes disent que la véritable raison de l'abandon de Ding Chun Bao serait la bien plus grande popularité de Yuebao. Dans les 6 mois qui ont suivi son lancement, Yuebao a rassemblé 49 millions d'utilisateurs et plus de 250 milliards de yuan. Selon les calculs les plus récents, le nombre d'utilisateurs est monté jusqu'à 226 millions, ce qui représente plus de 3 fois le nombre d'investisseurs présents sur les marchés financiers de Shanghai et de Shenzhen réunis. La coopération entre Everbright Bank et Alipay était un peu expérimentale. Ils voulaient prendre la température pour le lancement de Yuebao en observant la réponse du marché à Ding Chun Bao. Les utilisateurs d'Alipay considéraient que Ding Chun Bao et Yuebao étaient la seule et même chose. Cependant, après le succès de Yuebao qui connaît un retour sur investissement plus élevé et une meilleure liquidité, Ding Chun Bao est finalement devenu une expérience ratée. D'après les experts de la finance sur Internet, comme l'est M. Yu, Alipay a subventionné Ding Chun Bao lors de la phase initiale pour attirer les clients par des taux d'intérêt comparativement plus élevés que dans les comptes de dépôt traditionnels. Lors de son lancement, c'était un produit innovant car les taux de dépôt étaient régulés en Chine et les banques ne pouvaient donc pas rivaliser en offrant des taux d'intérêt plus élevés. Ce que les banques ne peuvent pas faire, les entreprises innovantes de l'Internet comme Alibaba pouvaient le faire. Et les entreprises de l'Internet avaient l'avantage d'avoir un lien direct avec des millions de clients potentiels. Les banques ont peut-être décidé qu'il était plus sûr de rester sur leur marché traditionnel. Le Ghana est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, mais ces dernières années, beaucoup de grandes villes du pays connaissent encore des pénuries d'eau et d'électricité. Un nombre croissant d'investisseurs chinois coopèrent actuellement avec les entreprises et les gouvernements locaux. Les investissements concernent des projets qui ont largement permis de réduire les pénuries chroniques. Jafar est un chauffeur ordinaire, il habite avec sa famille dans le district de Matina dans la capitale Accra. Il partage avec 5 autres familles cette petite cour. Les femmes de chaque foyer doivent jongler entre les tâches domestiques quotidiennes tout en s'occupant de leurs enfants et en préparant le repas. Jafar nous rappelle que la plupart des familles du district possèdent des gros bidons d'eau en raison de l'absence d'eau du robinet. L'approvisionnement quotidien en eau dépend totalement des camions-citernes. Nous rencontrions des difficultés dans l'approvisionnement d'eau et la qualité n'était vraiment pas bonne. Avec le nouveau projet, la qualité de l'eau s'est nettement améliorée et le prix n'a que très peu augmenté. Jafar nous rappelle également que les générateurs électriques sont devenus indispensables en raison des coupures électriques pouvant durer une demi-journée. Les coupures ne concernent pas un moment précis, parfois en milieu de la journée et parfois en pleine nuit. Cela évolue constamment. Afin de mettre fin à ces pénuries chroniques, le gouvernement ghanéen a œuvré dans le but d'attirer les investisseurs étrangers. Le gouvernement ghanéen et la Banque chinoise d'import-export ont fondé conjointement le projet d'extension de l'usine d'approvisionnement d'eau de Kapong. Les travaux de construction ont été confiés au groupe chinois Gejoba. Après 4 ans de construction, la première phase a été officiellement achevée en février dernier. C'est à ce jour le plus gros projet d'approvisionnement en eau de l'histoire du Ghana. Voici l'endroit tout est prélevé l'eau de notre usine. L'eau prélevée ici est directement redirigée vers ce site de traitement, dans lequel se trouvent 4 grandes pompes. La capacité de pompage avoisine ici les 200 000 tonnes par jour.
La société de conseil ABP participe également au projet. Son directeur exécutif Albert Oguiri rappelle que le projet a largement permis de diminuer les pénuries d'eau pour au moins 3 millions d'habitants de la capitale. La population attend avec impatience le début des travaux de la deuxième phase. La ville d'Accra connaît actuellement une phase d'expansion très rapide. L'approvisionnement en eau doit donc rattraper l'essor de la ville, sinon les progrès réalisés lors de la première phase ne se feront plus ressentir face à une demande en eau toujours plus forte. Nous espérons que la deuxième phase de ce projet sera achevée le plus vite possible. Ces dernières années, on constate un nombre toujours plus important d'entreprises chinoises investissent au Ghana, notamment dans des unités de production de gaz naturel et d'énergie hydraulique. Sunon Asogli Power possède la plus grande usine de production de gaz combustible du pays. Il s'agit d'une co-entreprise créée par le groupe chinois Shenzhen Energy, le fonds de développement sino-africain. L'entreprise a été fondée en 2007 et a commencé son exploitation commerciale en 2010 avec une capacité énergétique totale de 200 MW. En plus de contribuer à hauteur de 15% de l'approvisionnement électrique du Ghana en 2014, le PDG Lee Xiaorai rappelle que l'entreprise a encore bien plus à offrir. Nous fournissons avant tout au Ghana l'énergie. Ensuite, nous participons à la formation des nombreux talents dans le domaine de l'énergie électrique. Nous offrons ainsi une bonne expérience dans la gestion et l'exploitation des unités de production d'électricité, car en comparaison, nos usines fournissent un approvisionnement plus stable et plus régulier. Avec la deuxième phase du projet, Sunon Asogli prévoit d'augmenter sa production électrique à hauteur de 360 MW. L'entreprise prévoit également d'investir dans d'autres projets d'énergie propre. La deuxième phase du projet de Sunon Asogli devrait être terminée au milieu de l'année prochaine. En plus de son usine électrique fonctionnant au gaz naturel, l'entreprise prévoit également, dans les 5 prochaines années, d'investir dans une usine fonctionnant au charbon et dans un projet de parc d'éoliennes. Ces projets garantiront un approvisionnement d'électricité sécurisé, stable et abordable à l'ensemble de la population ghanéenne, tout en élevant le niveau de la coopération énergétique entre la Chine et le Ghana. Je pense que cela montre la cordialité de la coopération entre le gouvernement ghanéen et le gouvernement chinois. Mais ce qui est le plus important, c'est le caractère qualitatif des investissements chinois au Ghana, ainsi que le climat propice aux investissements que nous avons ici. Sunon Asogli fait partie de ces entreprises du secteur énergétique dont nous pouvons être fiers. La croissance économique importante du Ghana nécessitera plus d'infrastructures pour garantir un bon approvisionnement en eau et en électricité. Nombre d'investisseurs chinois cherchent à relocaliser une partie de leur ligne de production et leur technologie au Ghana. Les deux parties croient que le peuple ghanéen bénéficiera dans les années non seulement de l'augmentation de la capacité de production, mais aussi d'un plus haut niveau de coopération entre les deux pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur notre antenne.